Merci de vous savoir nombreux pour cette édition d'information à 30 télévisions, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité. D'abord les titres. La Commission électorale nationale indépendante publie ce samedi le calendrier des élections. C'est le président Denis Kadima qui l'a annoncé jeudi lors du cadre des concertations CENI Société civile. Et pour ce qui est de l'enrôlement des électeurs, Denis Kadima souligne que la centrale électorale attend près de 50 millions de Congolais. Selon le communiqué de Luanda, c'est ce vendredi que le M23 devra observer le cessez-le-feu et dès demain, soit au deuxième jour, se retirer des zones occupées de la République démocratique du Congo. Le porte-parole du gouvernement ainsi que les vice-premiers ministres, ministres des Affaires étrangères ont largement évoqué les sujets au cours du briefing du jeudi. Les détails dans un instant. À l'initiative du ministre Chéribin Okende, 60 millions de francs congolais ont été mobilisés par le ministère des Transports, voire des Communications et des Englavements pour soutenir l'effort de guerre, une action qui vient répondre à l'appel à la mobilisation générale lancée par le président de la République Félix Tshisekedi en faveur des FARDC. Bonsoir. Le porte-parole du gouvernement a organisé vendredi un briefing sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Lors de ses échanges avec la presse, Patrick Muyaya, accompagné de Christophe Lutundula, sont revenus sur les conclusions du mini-sommet de Luanda sur invitation de Joao Lorenzo. Reportage. Désolé pour l'heure avec laquelle nous démarrons ces briefings. Convié au briefing presse par le porte-parole du gouvernement au sujet de la situation sécuritaire à l'Est et les conclusions du mini-sommet de Luanda, le vice-premier ministre des Affaires étrangères a précisé que la force régionale ne remplace pas le FARDC. D'après Christophe Lutundula, cette force vient renforcer les efforts de l'armée congolaise dans le processus de rétablissement de la paix à l'Est du pays. La force régionale ne remplace pas les FARDC. La force vient appuyer les FARDC. Et j'ajoute, de manière temporaire, conjoncturelle. Et c'est pour cela qu'ici, je vous ai dit que la solution définitive, il faut qu'on se le dise, c'est la refondation de notre armée. Et le président le dit. Je vous ai donné encore une comparaison, une image plutôt. Nous connaissons ce que ça signifie. Le sida, c'est quoi? Syndrome de l'immunodéficience acquis. Ok? Ça veut dire que vous n'avez plus d'immunité. Tout microbe peut vous tuer. C'est exactement la situation qui arrive lorsqu'un pays, lorsqu'une communauté, même dans le village, n'a plus son instrument de défense. Tant que nous n'arrivons pas à mettre nos militaires dans des conditions qu'il faut, du point de vue de la formation, du point de vue de la santé, du point de vue du social en général, des équipements, notre défense nationale, c'est pour ça qu'on l'appelle défense nationale. S'agissant des différentes demandes du retrait de la RDC dans la francophonie, Patrick Muyaya donne ses explications. Vous avez suivi cette semaine, il y a eu un communiqué des envoyés spéciaux des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Belgique. À peine on ne cite pas le Rwanda, mais chaque fois qu'on parle du M23, on sait qu'on parle du Rwanda. Je vous donne l'exemple d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, qui dit que c'est une armée qui opère, qui a des armes sophistiquées, dont on reparle dans le communiqué, mais qui ne cite pas le Rwanda parce qu'il est dans une position diplomatique. Bientôt, on va publier les rapports des experts. Nous-mêmes, nous faisons un travail avec le vice-premier ministre. Nous allons publier. Le problème, c'est que lorsque vous ne dénoncez pas les mal, vous pouvez paraître complice. Je pense que les gouvernements occidentaux, au fur et à mesure que les preuves vont s'accumuler, au fur et à mesure que cette situation humanitaire catastrophique va continuer, seront bien obligés de nommer les mal parce que personne ne voudrait, contrairement à ce que les gens peuvent penser, se mettre à dos le Congo. Pour rappel, lors du mini-sommet de Luanda tenu mercredi dernier sur invitation de Joao Lorenzo, les chefs d'État avaient décidé notamment de la cessation des attaques des M23 à partir de ce vendredi 25 novembre à 18h.
L'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a trouvé écho favorable au ministère des Transports. Plus de 600 millions de francs congolais ont été mobilisés par des entreprises pour soutenir les FRDC à l'initiative du ministre des tutelles, Chéribin Okinde. C'était le jeudi 24 novembre 2022 à la place royale de la commune de La Gombe. Reportage de Jaël Moloaï. À la place royale, au monument de l'unité, des chefs d'entreprise, cadres et agents du secteur du ministère de Transport, Voies de communication et désenclavement se sont réunis à la demande du ministre Chéribin Okinde pour répondre à l'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi face à l'agression qu'a subie la RDC par le Rwanda sous couvert du M23. Une solidarité qui se manifestait par une récolte des fonds en faveur des FARDC. Plus de 600 millions de francs congolais ont été mobilisés. Un acte salué par le ministre des Transports. Sans la paix, il sera difficile que nous puissions corriger ce paradoxe congolais qui veut que le bon Dieu nous a dotés des ressources fabuleuses, scandaleuses même. Mais nous sommes aussi un scandale en termes de la pauvreté absolue de notre population. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a déjà formellement instruit le gouvernement des Warriors que dirige le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde afin que nous déployions tout ce qui est dans la mesure de nos capacités pour conjurer ce paradoxe déconcertant. Pour sa part, le PCA des lignes maritimes congolaises, Lambert Mende, a dénoncé l'agression rwandaise. Nous sommes ici pour manifester notre condamnation de la barbarie insoutenable que l'agresseur rwandais est en train d'imposer à notre peuple à l'est de la République depuis près d'un quart de siècle. Chéribin Okinde a promis de faire part à sa hiérarchie avant de transmettre le fonds aux bénéficiaires. Au moins 14 membres des groupes armés Codeco, FPIC ont quitté Bunia le jeudi 24 novembre à destination de Nairobi au Kenya. Objectif, participer au pourparlers de paix initié par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Leur transport a été facilité par la MONUSCO. Images et commentaires. Ils étaient parmi les grands absents pour les négociations de Nairobi D. Le groupe armé Codeco et FPIC qui finalement ont accepté de prendre part à Nairobi 3. Pour la milice Codeco a envoyé 7 personnes, parmi lesquelles Bassa Zoukba Gershom, porte-parole de cette milice, Lontroma Désiré, Chulu Douglas, Dekana, Rehema, des servants motards de la Codeco, milice très active en territoire de Djougou. La milice FPIC est représentée par 3 de ses membres. Il s'agit de Dachabo, Makati, Kabulabo Nyamabo, tandis que la FRPI a envoyé 4 personnes, dont Muno Munobi et Adiro Dumba Fele. Il s'agit de groupes armés qui ont signé des accords unilatéraux de cesser le feu. Le groupe d'autodéfense Zahir, pourtant contacté, s'est réservé d'envoyer se déléguer une vingtaine de membres de différentes communautés de l'Ituri, dont les EMA ainsi que le membre de la société civile ont aussi fait mouvement vers Nairobi, la capitale kenyane. C'est donc un pas vers la restauration de la paix, notamment en territoire de Djougou, secoué depuis 2017 par les atrocités de miliciens. Codeco, c'est pour parler de Nairobi, regroupant tous les groupes armés de l'Est du pays, sont initiés par le gouvernement congolais. Une vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour rechercher la paix, non seulement par les armes, mais aussi par le dialogue. Vision imprimée en Ituri par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shoma Johnny. Rappelons que la délégation a été embarquée à bord de l'avion militaire de la MONUSCO. Près de 50 millions de Congolais sont attendus pour l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs qui sera lancée en décembre prochain pour la tenue des prochaines élections en République démocratique du Congo. Cette annonce a été faite par Denis Kadima Kazadi, président de la centrale électorale, lors de la 2e journée du cadre des concertations CENI Société Civile. Reportage.
C'est au sein de l'école William Booth dans la commune de la Gombe que le président de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi a lancé le niveau 2 de la cascade de formation du personnel commis à l'opération de la révision du fichier électoral. C'est un total de 1452 participants concernés par la présente formation, préparant à l'identification et l'enrôlement des électeurs vétérans. Denis Kadima a attiré l'attention. Nos équipes techniques viennent de vous faire la démonstration des fonctionnalités du kit qui va permettre l'enregistrement de près de 50 millions de Congolais. Plusieurs innovations ont été apportées pour améliorer les conditions de constitution du fichier électoral. La durée de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs est de 30 jours par aire opérationnelle. Concernés sur le fait qu'ils devront se montrer particulièrement attentifs aux informations vétérinaires. Par ailleurs, les participants sont invités à l'assiduité. La CENI veut s'aligner sur les bonnes pratiques électorales internationales et continentales. Elle en a la capacité, les atouts et les compétences nécessaires en interne. Ce cadre de concertation de ce jour revêt donc une grande importance pour la CENI, car elle attend des organisations que vous êtes des observations constructives. Voilà pourquoi elle vient également solliciter votre accompagnement afin de permettre une adhésion massive de la population au processus électoral en général. La discipline en témoignant de leur part d'un grand sens des responsabilités. En ce qui concerne les kits électoraux, il faut rappeler que lors de la première journée du cadre des concertations CENI parti politique, le président Denis Kadima a annoncé la publication du calendrier électoral pour le samedi 26 novembre 2022. Dans un autre chapitre à présent, les ministres des Affaires foncières Aimé Molendo Sakombi étaient devant la représentation nationale ce vendredi 25 novembre 2022 pour répondre aux différentes préoccupations soulevées lors de la présentation du projet de loi modifiant et complétant loi numéro 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime foncier et immobilier. La présente loi comprend 23 principales innovations. Ce projet de loi a été déclaré recevable et renvoyé à la commission politique et administrative et judiciaire de l'Assemblée nationale pour amendement. Élisée Mafou était sur place. Le projet de loi portant régime général des biens, régime foncier et immobilier présenté par le ministre des tutelles Aimé Molendo Sakombi comprend 23 principales innovations. Selon le ministre des Affaires foncières qui a présenté le projet de loi, parmi ces innovations, il y a entre autres la réécriture de certains articles pour besoin des précisions, la fixation des règles en matière foncière, le renforcement du dispositif répressif applicable aux infractions en matière foncière et immobilière et l'augmentation des peines des servitudes pénales et des amendes. À l'heure du débat, plusieurs élus nationaux ont donné de la voix dans le sens de soutenir l'initiative du ministre Sakombi Molendo. Le reproche que j'ai fait à cette loi, c'est que lorsque vous la lisez, dans les dispositions relatives à la procédure d'établissement du certificat d'agrément et à la foi que celui-ci renferme, j'estime que l'amendement qui a été porté est mineur. Parce que cet amendement ne porte essentiellement que sous l'adjonction de l'adverbe régulièrement, alors que les titres sont attaqués tous les jours parce que la plupart d'entre eux renferment des mentions qui sont fausses. Alors moi je voudrais qu'on puisse complexifier la procédure d'octroi des titres. Que la province de Congo central comme terre est en train d'être menacée parce qu'on ne sait pas qui occupe. Et toutes ces conséquences-là, c'est parce que nous avons souligné que c'est l'absence de l'autorité de l'État. Parce que quand vous voyez aujourd'hui des terres qui sont occupées, gardées par des militaires, quel est le rôle des militaires dans notre pays? Je dis bien des militaires. Quand vous regardez des terres qui sont occupées par des agents de sécurité, des terres qui sont occupées par des personnes non connues, comme j'ai dit, au mépris des personnes propriétaires de ces terres, des terres auxquelles n'accèdent plus les populations locales, les populations qui n'accèdent plus aux récoltes, par exemple, de leurs arbres fruitiers. C'est tout autant de problèmes qui envoient leurs forêts être abattues et les bois transformés en braise par parfois des militaires. Et donc toutes ces conséquences-là, nous pensons qu'il faudrait que ces projets de loi répondent. Le ministre Molendo Sakombi a sollicité 48 heures pour revenir répondre aux différentes préoccupations des élus.
Les pays africains ont changé de paradigme en optant pour la transformation locale de leurs ressources naturelles en développant des chaînes de valeur. C'est la grande décision prise ce vendredi à Niamey, au Niger, par les chefs d'État et de gouvernement à l'issue du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique. Au nom du président Félix Tshisekedi Tshilombo, le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku, a appelé les pays africains à élaborer des plans opérationnels pour réaliser ces grands rêves. Désormais, les pays africains viennent de s'engager à changer le paradigme de la gestion de leurs ressources naturelles en optant pour le développement des chaînes de valeur. C'est la grande décision prise par les chefs d'État et de gouvernement à l'issue du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et le développement économique tenu ce vendredi à Niamey au Niger. Représentant la République démocratique du Congo à ce sommet, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahungia, a appelé les pays africains à élaborer des plans opérationnels pour réaliser ces grands rêves. Ce sommet de l'industrialisation est un moment fort qui va permettre aux différents pays de devoir changer de paradigme de gestion de leurs ressources pour que désormais la transformation se passe sur le continent et que nous puissions donner de la valeur ajoutée à nos matières premières. À ce moment-là, nous n'allons plus subir les cours des matières premières qui est fixé à l'extérieur ou dans d'autres continents. Mais il ne suffit pas de prendre des décisions d'industrialiser les continents. Il faut maintenant élaborer des plans opérationnels qui vont nous permettre de passer à l'action. Et parmi ces plans opérationnels, c'est notamment des décisions comme celle de consacrer des ressources importantes des budgets des pays africains à l'industrialisation du continent. Maintenant, l'appel est lancé à tous les investisseurs de partout à travers le monde que l'Afrique a fait un choix. Et je vais ici parler particulièrement de la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi a convoqué en novembre 2021 le RDC Africa Business Forum pour démontrer à la face du monde que la construction de la première chaîne de valeur sur les batteries électriques devra voir le jour en République démocratique du Congo. Et c'est donc encore une fois ici l'occasion de faire cet appel aux investisseurs pour leur dire venez en Afrique, venez en RDC, construisons ensemble des chaînes de valeur. Également, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucier Boussard, et le directeur général de l'ASS, Ogi Bolanda, ont pris part à ces grands rendez-vous africains. Signalons que les sommets extraordinaires sur la zone de libre-échange continentale africaine, le CAF, s'est aussi tenu. Dans les domaines de l'éducation, le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, a lancé ce vendredi 25 novembre 2022 l'application des certifications de l'attestation de réussite numérique délivrée par la plateforme diplôme.cd. Cette application consiste à authentifier ou certifier les titres scolaires mis en ligne par Scholab dans le but de lutter contre la contrefaçon et les piratages des titres scolaires. Tony Mwaba l'explique. Le ministère a mis en place une solution numérique qui permet aux lauréats, après publication des résultats, de consulter juste l'application qui est dans la plateforme qui est mise en place, on va nous expliquer par les spécialistes, d'imprimer en introduisant juste ces identités et imprimer directement une attestation numérique qu'on appelle l'attestation numérique. Il imprime et ça lui permet d'obtenir l'inscription dans n'importe quelle université. Et l'impression de cette attestation peut être faite n'importe où. Donc partout où le lauréat se trouve, il peut l'imprimer, que ce soit ici au pays, à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, en Asie, il peut directement imprimer et obtenir l'inscription. Alors si l'université pose un problème de certification, comme nous avons eu dernièrement beaucoup de questions des ambassades pour vérifier l'authenticité du document, nous avons également une application qui permet aux universités, aux ambassades, de vérifier l'authenticité du document que présente le lauréat qui sollicite l'inscription, de vérifier déjà l'authenticité de ce document
en ligne à partir d'une application. Autre actualité, ces jours, c'est le temps qui va durer la campagne pour la lutte contre la violence basée sur le genre. Le goût de cette campagne qui ira du 25 novembre au 10 décembre courant a été donné ce vendredi au cours d'une cérémonie présidée par le ministère du genre, famille et enfants en collaboration avec l'ONU Femmes. En cette année 2022, le thème national choisi est « Unissons-nous, activisme pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles ». Reportage de Micha Kwabino. C'est sous cette mélodie de la chorale à l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa que la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre a été lancée. Dans l'assistance des représentants du gouvernement national et provincial, c'est des organisations internationales, mais aussi des structures, des femmes de la société civile. Reprenant les mots du secrétaire général de l'ONU, les coordonnateurs résidents du système des Nations Unies en RDC a salué le travail des organisations féminines dans la lutte contre la violence faite à la femme et à la jeune fille. L'heure est venue d'une action transformatrice qui mette fin à la violence contre les femmes et les filles. Pour y arriver, il faut que les gouvernements conçoivent, financent et mettent en œuvre des plans d'action nationaux contre ce fléau. Les groupes locaux et la société civile doivent participer à chaque étape de la prise de décision. Les lois doivent être appliquées et respectées pour que les survivantes puissent faire valoir leurs droits à la justice et à une aide. Le gouvernement, pour sa part, attend vulgariser la loi portant promotion et protection de la femme. Mesdames et messieurs, distingués invités, ce thème national nous invite tous à agir, main dans la main, et de nous engager chaque jour à travers des signes forts dans la lutte contre les violences faites à la femme. Ces violences, et particulièrement celles basées sur le genre, demeurent un problème récurrent. Ainsi dit, je déclare ouvert la campagne nationale de lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille, édition 2022. Cette cérémonie a été sanctionnée par une remise symbolique d'une copie de la stratégie nationale de la lutte contre les violences basées sur le genre, révisée, et une photo des familles. Un mot de religion dans ce journal. Depuis déjà 8 ans, le monde entier célèbre en date du 24 novembre de chaque année la journée internationale de la Bible. Le but de cette journée est de sensibiliser le public au plaisir de la lecture de la Bible. Mais pourquoi un chrétien doit méditer de temps en autre les Saintes Écritures? Élément de réponse dans ce reportage d'Emecha Kwabeno et Abondance Mazamba. On le sait, la Bible est un ouvrage contenant des textes sacrés pour les religions juives et chrétiennes. Subdivisée en deux, l'Ancien et le Nouveau Testament, la Bible est la source de toutes connaissances pour nombreux croyants. Mais de quelle manière doit-on l'utiliser? Voilà la question. Nous nous sommes rendus à la maison de la Bible dans la commune de Lagombe. Nous pouvons dire que la Bible est une parole inspirée de Dieu. C'est la communication de Dieu aux hommes. Dieu voudant parler aux hommes a utilisé des prophètes qui étaient inspirés. Ils ont écrit depuis cette époque. Et comme il y avait des écritures à l'époque, hiéroglyphes et autres, ils ont écrit. La vie partagée également par un serviteur de Dieu. La Bible, c'est la constitution d'un chrétien. Pourquoi nous devons méditer la Bible? Premièrement, c'est un ordre du Seigneur. Dans Josué 1:8, la Bible dit ceci, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Donc c'est une obligation du Seigneur. Les chrétiens sont appelés non seulement à lire la Bible, mais aussi à mettre en pratique le contenu qui s'y trouve. Il y a des livres qui sont faciles à lire et à comprendre. Mais il y a des livres qui sont difficiles à comprendre. Il faut que celui qui a été initié, vous les rende sous forme de serviteurs de Dieu, sous forme de prophètes, d'apôtres, de docteurs de la loi, pour qu'ils vous expliquent ce que cela signifie.
La journée internationale de la Bible est célébrée le même jour que le Thanksgiving aux États-Unis d'Amérique, une fête durant laquelle l'on remercie Dieu par des prières et des réjouissances pour les bienfaits reçus durant toute l'année. C'est sur cette note religieuse que nous terminons cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité en continu sur www.actu30.cd. Au revoir.